Alors bonjour, voici une FAQ pour Café Noir. On va évoquer plusieurs points par rapport au jeu, des explications, des commentaires. Alors première chose, c'est une FAQ évolutive, ce qui fait que du coup les choses peuvent être modifiées. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les rajouter, et si je les trouve pertinents ou intéressants, ou que j'ai simplement des choses à dire, je mettrai à jour la vidéo pour les intégrer à l'intérieur. On va commencer par plusieurs points. Tout d'un coup, on va commencer par le mauvais genre. La question du genre et de l'esthétique spécifique au noir. Euh, j'ai vu pas mal de commentaires par rapport au jeu qui me renvoyaient sur le fait qu'on ne savait pas trop quelle était l'esthétique exacte du jeu. Est-ce qu'on est dans du noir contemporain, donc du jeu un peu moderne, ou est-ce qu'on est vraiment dans du noir puriste avec une esthétique très années 40-50? C'est une question qui m'embête, pas parce que j'ai pas la réponse, mais parce qu'en fait j'ai pas envie d'y répondre. Pour moi, Café Noir a été vraiment développé en tant qu'outil pour gérer des ambiances noires et de pouvoir ajouter, modifier, adapter à des ambiances spécifiques qui nous conviennent le mieux. Et le format de base qui est proposé dans Café Noir et qui restera dans la version Restretto, c'est du noir contemporain. Il faut comprendre que la référence première, ça a été Sin City, donc du noir contemporain, même si c'est une œuvre qui a été plutôt écrite dans les années 90, et qui donc du coup inclut tout ce qui peut être téléphone portable, ordinateur, armes modernes et moyens techniques modernes à notre disposition. La raison en est simple, c'est que du coup, en fait, c'est une époque qui est tout simplement beaucoup plus facile à intégrer et à jouer, plutôt que de commencer à rentrer dans les détails de ce qui existait, n'existait pas, de comment s'habiller à l'époque, ce genre de choses. Donc c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir que si vous êtes puriste et que vous êtes vraiment attaché à l'esthétique années 40-50 qu'on retrouve dans le jeu, parce qu'évidemment en illustrant, en sortant des exemples du jeu, on retrouve quand même la patte de ces films noirs des années 40-50. Même si strictement, Ahmet et Chandler ont commencé à écrire par exemple dans les années 20-30, donc on peut aussi bien jouer dans les années folles, et on verra dans tout ce qui est extension, des époques différentes, comme Boston dans les années 60, Los Angeles, effectivement, c'est prévu, Los Angeles, mode pur Elroy, années 40, avec des flics, des prostituées, des vieilles guimbardes et des 38. Pas de problème, c'est prévu, mais ce sera en option complémentaire. Sachant que évidemment j'ai prévu d'autres options, comme par exemple Panam Bisserin qui va proposer de jouer Paris à la Belle Époque, et Obscura Copuna qui proposera tout simplement la Rome impériale, par exemple. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, le genre, à mes yeux, c'est plus une histoire de code narratif et de code esthétique qui peuvent s'affranchir des codes d'une époque. Donc on n'est pas fermé. À partir du moment où on a de l'urbain, des personnages en nuances de gris très très variées, euh, des relations sociales, on peut faire du noir. On peut faire du noir à Paris en 450 par exemple, à Jérusalem, on va se retrouver avec des croisés, des, euh, des musulmans, des mystiques, ce genre de choses. Ça peut s'adapter tant qu'on reste dans les codes du genre. Euh, et tant qu'on reste effectivement vraiment dans un milieu urbain, avec du coup un certain cynisme et ainsi de suite. On verra un peu pour tout ce qui peut être nuance de noir justement par rapport à l'esthétique, on verra que la palette est quand même assez large. On passe à l'enquête. Alors, euh,
ça peut paraître paradoxal, puisque du coup, le genre noir se réfère au polar, et donc forcément, par extension, à l'enquête. Euh, Strictement parlant, Café Noir n'est pas un jeu d'enquête. C'est un jeu où il y a de l'enquête, mais où le principe de jeu n'est pas de trouver le coupable ou de découvrir qui est le grand méchant de l'histoire, mais plutôt de creuser et en fait de d'explorer à la fois les relations sociales, la ville et ses secrets, d'explorer la ville géographiquement, mais aussi du coup au niveau de ses interactions, son fonctionnement et de ses secrets, de creuser la personnalité des personnages noirs. Et finalement, quand on regarde bien les romans, je pense à Elroy, je pense à à plein d'autres récits du genre noir, même Blade Runner par exemple. Est-ce que c'est. Vous voyez, par exemple, ça c'est typiquement un jeu tech noir, donc cyberpunk mélangé avec du noir. Euh, Finalement, l'enquête, on s'en moque un peu. Ce qui nous intéresse, c'est toute l'exploration de la ville, de cet univers, euh, toute la psychologie des personnages. Et c'est en ça que, du coup, le Café Noir accentue non pas sur la partie enquête, je dirais, défi intellectuel, mais vraiment sur le côté progression lente dans, dans la découverte de la vérité, et une découverte forcément qui va être problématique et sombre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'indice. Il y a juste des choix au niveau des personnages qui vont du coup chercher la vérité par rapport à ce qu'ils peuvent savoir, connaître et trouver. Et à ce moment-là, le narrateur, lui, va exposer au fur et à mesure de la progression sur le dé d'enquête. Donc pour rappel, le narrateur fixe un score, par exemple 10, et au fur et à mesure, les personnages vont faire des recherches, jeter un dé les joueurs jeter un dé d'enquête, et en fonction de leur score, ils vont de plus en plus avancer dans la progression. Euh, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu artificiel. Euh, on verra, ça pose aussi d'autres problèmes, notamment par rapport au narrateur qui doit distiller les indices au fur et à mesure. Euh, Ça lie aussi du coup l'évolution de l'enquête à ce qu'on appelle un peu la tyrannie du dé, c'est quand vraiment c'est un pur jet de dé qui va décider de savoir si vraiment on a progressé beaucoup ou pas. Pourtant, euh, pourtant c'est quelque chose d'important parce que tout simplement en fait ce choix de game design il a été fait pour déjà être pratique, rapide, parce que du coup tout simplement un narrateur peut pas développer, inventer une intrigue hyper alambiquée avec des indices difficiles à trouver, créer un défi intellectuel pour les joueurs rapidement comme ça à la volée. Alors que du coup, de fur et à mesure, en fonction des choix, en fonction de ce que disent les joueurs, le narrateur va du coup va pouvoir du coup défiler un peu tous les indices qu'il a à disposition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la matière, les idées pour proposer ces indices, elles viennent tout simplement des joueurs. Parce que par exemple, tu as un assassin qui connaît bien le monde de la nuit, ou je prends un exemple d'un personnage qui était un flic qui connaissait bien justement tout le milieu du jeu, et ainsi de suite. Forcément, tu vas rajouter un casino dans ton histoire. Il n'y a aucune raison, alors que le personnage est lié au milieu du jeu, de pas inclure ça. Donc, le principe de l'enquête, effectivement, il est prétexte, effectivement, il est quelque peu mécanique, mais il est extrêmement efficace à la fois pour le rythme et pour euh, et pour je dirais, l'immersion dans l'univers qui est l'univers du noir et de la ville. Il y a pas mal de questions autour du dé de risque qui vient du Black Hack et qui est à mon avis une excellente idée, qui est un merveilleux outil à utiliser dans plein de jeux de rôle, pour
plein de choses différentes. Évidemment, même son créateur, David Black, pardon, a, juge que bah, du coup c'est un outil qui peut pas être utilisé dans n'importe quel cas, mais c'est vraiment un outil pratique. Et il y a quand même des défauts, enfin, si on peut dire, peut-être des remontrances qu'on peut voir par rapport au dead risk. Dead risk parce qu'il fait que notamment bah, sur le matériel, je pense notamment aux dettes et aux encres, bah, si on fait un petit score, non seulement on perd un niveau de dé, mais en plus du coup ça nous aide pas beaucoup. Et ce risque est d'autant plus grand que le dé est petit. Donc moins on est bien l'outil, pire c'est. Et bah, j'ai envie de dire, c'est comme ça dans la vie aussi. C'est-à-dire que tout simplement, quand tu as des atouts dans la manche et qui sont pas très sûrs, ils vont pas t'aider beaucoup et peut-être même qu'ils vont te claquer dans les doigts. C'est pareil pour les relations, les gens qui peuvent t'aider, ben, à un moment donné, ben, peut-être que ça va, ils vont pas t'aider beaucoup, ou à l'inverse, d'autres vont t'aider beaucoup et c'est limite pour la vie. Donc c'est vrai que il y avait pas mal de questions par rapport à ça. Euh, Malgré tout, le dead risk est vraiment un outil qui, du coup, c'est un hasard, colle vachement bien au genre noir. C'est-à-dire que les personnages ont à disposition des outils qui peuvent être très aléatoires et la chance n'est pas toujours au rendez-vous. Il faut faire avec. Il faut apprendre à bien gérer, à bien doser cette notion de risque. C'est la même chose pour les caracs, où finalement, bah, des fois, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle un grouillot. Et c'est magique parce que, alors peut-être que je me fais de l'autoconviction, mais le premier personnage que j'ai créé, c'était un personnage hommage où j'ai inversé mon nom et mon prénom en créant une femme. Et j'ai fait des jets mais absolument désastreux. Pour tout dire, il y a une seule caractéristique qui dépasse 10 sur les 6. Ce qui fait assez peu, ce qui fait que je plafonnais autour de 7-8 de moyenne, ce qui fait vraiment pas terrible. Et à l'issue de ça, on se rend compte en fait que bah, du coup on a un personnage hyper crédible. Bah ouais, c'est une nana qui est pas très sportive, donc a une condition physique un peu pas géniale, qui est mignonne, mais en fait qui a une hygiène de vie, une façon d'être qui est pas terrible, donc forcément elle a un charisme faible, qui a tendance à faire des conneries, voilà, donc qui est un peu maligne, qui est pas trop bête, et du coup ça en fait un personnage mais vachement humain, et je trouve que c'est hyper intéressant pour les joueurs d'avoir à la fois des caractéristiques basses sur lesquelles ils risquent de prendre des risques. Heureusement, à la mécanique de passer à la caisse, ils peuvent tout simplement bah, réussir malgré tout, moyennant une contrepartie, ce qui densifie encore plus le jeu. Et bah, du coup, ça crée vraiment une espèce de tension où bah, finalement bah, on n'est pas très bien armé, on va y arriver quand même, on a quelques outils pour y arriver, mais ça risque d'être dur. Et ça crée tout de suite une tension qui est propre au genre du noir. Les encres ne servent à rien. Eh ben si, en fait, si, ils servent beaucoup. Une des problématiques qu'on rencontre quand on fait jouer avec Café Noir, c'est la difficulté à faire jouer les encres. Donc pour rappel, les encres sont en fait des personnages qui sont liés aux personnages joueurs, qui n'ont pas d'intérêt spécifique dans l'histoire. Donc comme ils sont pas impliqués dans l'histoire, comme ils sont toujours un petit peu extérieurs, on a un peu du mal à les placer, les joueurs ont un peu du mal à les jouer, sauf en cas de besoin ultime, parce qu'ils ont justement ils ont perdu du souffle. Spoiler, c'est fait exprès. Effectivement, les encres, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que ça, c'est vraiment. Il y a beaucoup de règles que j'ai récupérées de ci, de là. C'est moi une règle que j'ai développée moi-même. Voilà, c'est peut-être la seule règle vraiment originelle qu'il y a dedans. Tout le reste, c'est de la récup, hein, faut pas rêver. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai remarqué dans les récits de noir et de polar, les personnages sont vraiment au bord du gouffre. Ils sont pas
très bien dans leur tête, ils ont pas grand chose à se raccrocher, et la seule chose auxquelles ils peuvent se raccrocher, ce sont leurs encres. Et les encres, c'est tout simplement ces personnages, voilà, ces amants, ces amis, ces femmes, ces enfants, voisins, cette serveuse de diner, qui va du coup va être là pour rattraper le personnage et le relancer un petit peu dans l'enquête et dans sa vie tout simplement. Parce que sinon il finit par devenir alcoolique, dépressif, fou, voilà, enfin plein de choses. Les angles sont vraiment là pour permettre au personnage de survivre. Donc ils sont importants. Et pour moi c'est important de les jouer. Donc si vous voulez vraiment jouer Café Noir, buy the book. Jouez vos encres. Et jouez vos encres. Et c'est pour ça que narrateur, si vous voulez que vos joueurs jouent leurs encres, jouez sur l'attrition. Faites-leur perdre du souffle. C'est pour ça que notamment des modifications dans les process d'enquête, c'est que au bout d'un moment, j'ai conclu que du coup le mieux c'était de faire perdre sur des phases d'enquête du souffle, parce qu'on perd de l'énergie tout simplement à fouiner, à chercher, ainsi de suite. Il y a plein d'occasions pour lesquelles perdre du souffle, et donc du coup renforcer l'emploi et l'intérêt des encres, parce qu'il n'y a rien de mieux pour moi par rapport au genre de jouer cette phase où le personnage, t'as un chien blessé, va aller retrouver son personnage encre qui va lui redonner foi en la vie. D'ailleurs, on voit que il renforce plus leur énergie, leur combativité, leur soif de vie que par exemple une nuit à l'hôpital. Euh, c'est pas très réaliste, mais du coup ça colle bien à l'esthétique. Euh, donc voilà, le personnage il a mangé le trottoir et il cabossé de partout, dans sa tête ou dans son corps. Et les encres vont leur permettre de continuer malgré tout et de tenir pour enfin découvrir la vérité. Donc jouer les encres, euh, c'est important pour moi, c'est surtout important pour vos personnages. Alors, les dettes, c'est des personnages qui en doivent une au personnage joueur, au dur à cuire, et c'est surtout le signe que, comme dans la vraie vie, c'est intéressant, les relations sont asymétriques. On croit pas, on pense toujours que les choses sont symétriques. C'est assez rare finalement que les niveaux de relations soient tout le temps symétriques. Et pour une raison ou pour une autre, euh, euh, les gens s'attachent à nous et nous nous attachons aux autres de façon personnelle et donc différenciée. Donc l'intérêt de la dette, c'est vraiment de jouer sur le côté vraiment totalement dissymétrique où vous avez un levier sur la personne, ou au contraire, quand vous avez des dettes envers un PNJ, vous avez une dette envers eux et vous leur êtes redevable. Et donc du coup, ça crée tout de suite une tension sociale qui peut être assez fertile. L'intérêt de la dette première pour les PJ, c'est qu'évidemment, ils vont pouvoir euh, les utiliser, se servir, et souvent c'est la meilleure aide. En dehors des personnages filous qui eux ont accès à tout un tas de réseaux plus ou moins diffus, de personnes euh, qui tiennent plus ou moins à eux ou qui se connaissent, les dettes sont vraiment des personnages sur lesquels vous savez que vous pouvez compter. De façon momentanée, de façon temporaire, comme on l'a vu sur les dettes de risque et pour les encres, euh, ça peut ne pas durer et donc il faut savoir du coup bien gérer cette ressource. Euh, donc pareil, ça crée aussi une tension en jeu. Les personnages, des fois, les joueurs rechignent à aller demander des dettes. Comme on joue en one shot, c'est plutôt l'inverse. Ils ont plutôt tendance à aller chercher leurs dettes et du coup à prendre des risques et à demander un maximum d'aide de ce côté-là. Euh, et du coup, ça peut leur coûter cher. Euh, les, euh, les dettes sont un super moyen également pour le narrateur de nourrir l'environnement du personnage et tous les PNJ qu'il y a autour. Euh, Contrairement aux encres, les dettes peuvent être directement liées aux intrigues
Et ça c'est bien pratique pour créer une histoire. Il suffit de dire tiens, je- dans les lettres, tel personnage a une prostituée, et donc forcément on va lier cette histoire. Là par exemple, je suis en train d'écrire un scénario où forcément le grand méchant a tendance à aller voir les prostituées, et donc forcément ce personnage de prostituée pourra du coup fournir de l'aide, soutenir le personnage quand il recherchera ce fameux grand méchant Jihem. Alors passer à la caisse est une technique originale qui, elle, n'est pas dans My Little Monsters, ou presque, puisqu'en fait la mécanique de passer à la caisse provient de la mécanique de magie dans My Little Monsters, où les magiciens peuvent réussir des sorts à condition d'en payer le prix. Et ça, j'ai trouvé que c'était excessivement bien adapté au jour noir. J'ai généralisé ça à tous les personnages. Donc finalement, les personnages peuvent passer à la caisse et tout simplement tirer sur une table le prix de leur réussite. Puisqu'on là, le passer à la caisse permet de réussir malgré un échec. On retrouve la notion de 7-9 qu'on retrouve dans les jeux PBTA par exemple, ou les 8 mai par exemple, des jeux comme Fou RPG. L'intérêt pour moi de passer à la caisse, c'est qu'elle est différent de ces mécaniques type Fou PBTA, puisqu'en fait on laisse le choix au joueur. C'est-à-dire le choix au joueur de décider s'il est prêt ou pas à payer le prix. Parce que c'est un des problèmes que j'avais remarqué notamment dans les jeux PBTA, où tu passes ton temps à faire des 7-9, tu passes ton temps à avoir des complications, tu passes ton temps à te dire bon ouais, à la limite j'aurais préféré arrêter tout bêtement, ça aurait été plus simple. Et il faut voir aussi que du coup le prix à payer est forcément moins cher qu'un échec, en tout cas plus cher, mais avec une notion de latence de son effet qui permet de se dire de toute façon c'est sur la durée ça m'avantage pas, mais c'est pas grave, ça me permet de réussir sur le moment. Euh, Sans surprise, les joueurs, ces sales gosses éternels, passent leur temps à se dire qu'il vaut mieux rater que de passer à la caisse parce que le prix est trop cher à payer. J'ai mis confiance au MJ, puis qu'on va se faire entuber, alors qu'en fait on le tire au hasard, et ça se passe assez facilement. Euh, J'en parle pas dans la partie narrateur, mais on verra que c'est peut-être des fois un peu difficile pour le narrateur d'arriver à improviser par rapport au résultat du jet. Faut pas hésiter à se forcer un peu la main. Moi j'ai vu d'excellents moments arriver en passant à la caisse sur des choses que j'avais pas prévues, et de me dire tiens, et si peut-être que et finalement ça marche pas mal, et les joueurs sont assez friands quand ils veulent passer à la caisse. Alors généralement c'est en fin de jeu, c'est quand vraiment il y a des cas vraiment particuliers qui sont pas voilà, qui sont pas le choix. Ils se disent de toute façon c'est foutu pour foutu, vaut mieux passer à la caisse, on verra plus tard. À chaque fois ça marche, passer à la caisse, joueur, passer à la caisse, c'est mieux, c'est plus intéressant. Narrateur, punissez vos joueurs s'ils ratent et qu'ils veulent pas passer à la caisse, parce que c'est encore plus marrant de leur pourrir la vie parce qu'ils ont raté. Mm. Euh, donc moi j'aime beaucoup cette mécanique. N'hésitez pas, mais sachez que les joueurs vont pas forcément se lancer dedans spontanément. Incitez-les. Donc là on passe au travail de narrateur, qui est pas forcément aisé, ce qui peut être assez, oui, assez intimidant pour un meneur de se dire qu'on va improviser une partie comme ça à la volée, de se dire que si on n'est pas vraiment expert dans l'improvisation, on va pas y arriver. Euh, J'espère, en tout cas si c'est pas le cas, faudra me le dire.
J'espère avoir fourni suffisamment d'éléments pour aider, pas résoudre tous les problèmes, mais notamment aider les narrateurs à lancer euh, une histoire avec quelque chose d'assez satisfaisant. Alors, c'est l'avantage de Café Noir, c'est que comme on lance une histoire à la volée, généralement, que ce soit meneur ou joueur, ne sont pas forcément très exigeants sur la qualité des intrigues. Par contre, c'est bien d'avoir des éléments vraiment spécifiques et quand même suffisamment dans les codes du genre et suffisamment qualitatifs pour que ce soit intéressant à jouer. Euh, et c'est là, par exemple, que vient les générateurs. Alors, les générateurs, bah, c'est vraiment, voilà, c'est purement générateur façon old school. Euh, Là, on est vraiment dans le côté OSR du jeu. Euh, Bah, je sais pas, je crois que les premières versions de Donjons et Dragons contenaient déjà des générateurs aléatoires. Le défaut des générateurs aléatoires, c'est pas qu'ils sont aléatoires, et aussi c'est que parfois ils peuvent créer une dissonance. Et ça c'est un risque, et ça c'est un risque qu'on a également dans Café Noir. Malgré tout, pour avoir pas mal testé, j'ai essayé de décomposer les histoires de Noir en différents éléments donc, qui sont donc, le détonateur, comment on se lance l'histoire, la vérité qui dérange, c'est souvent une vérité assez rude, assez difficile, et des choses pas évidentes qui apparaissent, et qui sont les loups et les agneaux. Je trouve que c'est une métaphore assez jolie parce que finalement, les, euh, les histoires de Noir contiennent souvent des victimes et des bourreaux. Et souvent, les personnages sont entre les deux et doivent protéger les victimes ou simplement constater que les victimes le sont et meurent malgré tous leurs efforts. Euh, Même pour moi, qui du coup ai créé ces générateurs, il y a des moments simplement des sorties qui marchent pas. Donc moi ce que je fais c'est tout simplement je m'embête pas, je relance le point le plus problématique et j'arrive souvent à retomber sur mes pattes. Dernièrement j'ai fait une partie où effectivement j'avais quelques petits soucis par rapport au générateur. J'ai relancé un dé, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui n'était pas prévu, qui n'était pas forcément évident sur le moment, mais qui du coup s'est retrouvé hyper fertile après coup. Spoiler, le scénario en question du coup n'est pas allé exactement dans le sens tel que je l'avais prévu. J'avais prévu une histoire un peu qui se déroule. Les événements ont fait que du coup ça s'est pas passé dans ce sens-là, mais j'ai quand même conservé les éléments. Donc c'est pas grave de pas jouer stricto sensu l'histoire qu'on a prévue. Surtout que c'est pas très grave dans le sens où effectivement c'est quelque chose qu'on a prévu genre 5 minutes avant de jouer. Donc ça va, il y a moins d'engagement, c'est pas comme si on avait passé la journée à tout préparer. Euh, donc ça c'est aussi un problème de MJ qui est réglé. Le problématique c'est effectivement après il va falloir bah, improviser tout ça. On va voir comment. Alors, la question du rythme et de la gestion de la partie par le narrateur est assez importante parce que c'est du coup c'est ça qui va permettre notamment de dynamiser le jeu, notamment tel que le jeu est prévu sur des temps qui sont assez courts. Euh, alors, petite explication peut-être en amont, il faut bien se rendre compte que telle qu'elle est développée, la création de personnages prend du temps. Faut compter au moins 1 heure minimum de jeu, ce qui peut, du coup, quand on a un temps assez réduit, peut être gênant. Euh, bon, si les joueurs sont un peu familiers ou si vous avez besoin d'accélérer, vous verrez que on peut le raccourcir. Néanmoins, ne le raccourcissez pas trop parce qu'on se rend compte en jeu que la création de personnages permet une bonne immersion des joueurs. Les joueurs s'immergent vraiment dans le genre, dans leurs personnages, dans leurs liens entre eux, dans les petits noms qu'ils vont donner à leurs dettes et aux encres, et qui vont au fur et à mesure nourrir l'imaginaire. La partie elle a déjà commencé à la création de personnages, et franchement,
pour l'avoir vécu, c'est vraiment du caviar à chaque fois, parce que bah, du coup, il n'y a plus qu'à rebondir sur les idées, à utiliser les tables que j'ai mis à disposition. J'espère qu'elles sont suffisantes pour pouvoir du coup gérer tout ça. Ce qui n'est pas forcément très clair dans le livre, ça je le reconnais, enfin, je le corrige, c'est comment on gère ces outils-là. Alors vous avez plusieurs outils à disposition pour gérer la partie. Premièrement, vous avez la partie enquête. La partie enquête, tout simplement permet euh, tout simplement de gérer le rythme en début de partie. Les personnages doivent découvrir quelque chose. Il faut qu'ils atteignent un certain niveau de score d'enquête. Plus votre score d'enquête sera gros, plus cette partie-là sera longue. A l'inverse, si vous voulez qu'ils découvrent rapidement la vérité et qu'on rentre dans le cœur de l'action après derrière, vous pouvez le raccourcir. Mais néanmoins, ça permet vraiment d'avoir un bon étalon pour pouvoir du coup gérer à peu près. Donc ça dépend du nombre de joueurs, ce genre de choses. Comme j'expliquais dans le texte du jeu, il faut compter à peu près 5 points d'enquête par PJ. Ça permet généralement de gérer 1 à 2 jets par joueur et 1 à 2 actions par joueur pendant l'enquête. Et ça permet de faire pas mal de choses. Donc ça permet de gérer la partie. Mais d'autre côté, vous avez également ce qu'on appelle les dés de menace. Alors pareil, je suis pas sûr d'être très clair là-dessus. Il faut bien voir que les dés de menace, en fait, dès que vous le sentez, dès que vous en avez besoin, vous jetez les dés. Vous avez vos dés à disposition, vous les regardez, c'est le seul moment où vous jetez les dés, donc il faut en profiter. Vous jetez les dés pour voir un peu comment évolue la menace de l'autre côté. Et à chaque fois que le dé diminue d'un palier, et ben vous faites agir cette menace. Plus le dé sera petit, plus la menace va agir vite. Si vous êtes pressé par exemple, moi je vous conseille tout simplement de lancer une partie de 2-3 joueurs. Vous faites un score d'enquête de 10, ça permet de faire quelque chose d'assez long. Et vous mettez vos 1 à 2 menaces à des niveaux de D8, voire en D6 si vraiment vous voulez leur mettre un bon coup de pression. À D6, il y a bonne chance qu'en l'espace de quelques actions, de quelques tours de jeu, quelques heures de jeu in-game, la menace arrive à son terme. Et là, du coup, ça peut vite exploser. Donc D6, c'est vraiment si vous voulez mettre un gros coup de pression, plutôt D8. D10, on voit que... ça c'est intéressant également, si vous mettez une menace à D10 voire un D12, ce qui est vraiment une menace très lointaine, pas vraiment dangereuse. Par exemple à D10 on voit que la menace elle va au mieux agir de façon lointaine. On va pouvoir rencontrer les personnages, mais ça va être toujours un peu loin, un peu lointain, et il y a peu de chances qu'on arrive jusqu'à la confrontation finale. Ce qui est intéressant, c'est que du coup ça donne envie d'en savoir plus et de voir un peu comment on va faire pour gérer cette menace à long terme, après coup, une fois qu'on aura résolu l'enquête. On avait un cas comme ça dans une partie où les personnages ont réussi à sauver une jeune fille, à résoudre les différents problèmes et les différentes oppositions qu'ils avaient, mais ils sont pas confrontés aux menaces. Ce qui fait que du coup, notamment une des menaces qui était un grand parrain qui pouvait s'attaquer à eux, et ben ils les ont pas vus, ils ont juste vu les hommes de main, ils les ont butés. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire ce parrain là derrière une fois qu'on aura déjoué ses plans? Peut-être qu'il va revenir dans un autre scénario. Et ça peut être excessivement dangereux. Donc ça permet vraiment voilà, entre l'enquête, la gestion de l'enquête et la gestion des menaces, vous avez de quoi rythmer vos parties et de voir de quoi voir venir. Vos joueurs vont faire des actions, généralement ils restent assez peu, souvent inactifs. Et vous de votre côté, vous pouvez du coup attendre qu'ils aient déroulé vraiment tout le mystère de l'enquête. Et de l'autre côté, vous pouvez leur mettre un coup de pression en faisant avancer les pions des menaces à leur encontre. Si en plus ils passent à la caisse et que ça accélère tout ça, ces festivals-là, vous avez quelque chose d'assez intéressant. Des fois on tombe sur des choses assez étranges où la menace débarque comme ça sans qu'on l'ait prévu.
Ça m'est arrivé une fois comme ça, moment surprise, et ça a très très bien fonctionné mine de rien au niveau du joueur, euh, qui évidemment ne l'avait pas vu venir et s'est dit bah ouais putain là il est arrivé et, et, euh, et ça a fait mal. Donc ça c'était plutôt sympa. Un bon moyen aussi pour rythmer la partie ou justement pour la décélérer, si vous voyez que ça va trop vite, ainsi de suite, c'est l'attrition. Chaque fois que vous en avez l'occasion, il ne faut pas le faire de façon trop arbitraire, mais notamment sur des jets d'enquête ou par exemple sur des jets ratés, ou simplement sur des oppositions, n'hésitez pas à leur donner un petit coup et leur faire perdre des points de souffle. Moins ils auront de points de souffle, euh, plus ils auront tendance du coup à être prudents, donc du coup sur leurs actions, à vraiment faire les choix les plus stratégiques possibles pour être vraiment optimal dans l'avancée du scénario, et aussi du coup de faire appel aux encres. J'ai expliqué plus tôt pourquoi c'était vraiment pertinent. Donc ça, normalement, vous avez ce qu'il faut. Pour la partie PNJ, moi je fais assez simple, puisque du coup, donc ça vient de Maketo Monsters, hein, ça vient pas de moi. Le système propose de gérer les personnages par des traits, tout simplement. Donc les personnages ont des traits, donc par exemple bande de Troyans, cruels, petits gros, vicieux aimant les rouges, ce genre de choses, et ça permet vraiment de qualifier la partie. Euh, une des problématiques par exemple qu'on a dans les jeux où le maître de jeu ne jette pas les dés, c'est que finalement l'opposition est un petit peu tout le temps neutre. Et finalement c'est vraiment les réussites du personnage qui vont interagir. Pas dans le Café Noir, puisque dans le Café Noir vous avez des traits d'environnement, vous avez des traits liés au personnage, et donc par exemple si vos personnages sont face à un assassin hyper entraîné, ils auront des avantages, hein. C'est clair. Il n'y a aucun moyen à un moment donné qu'un assassin armé d'un fusil sniper planqué dans un endroit alors que les PJ l'ont pas vu venir, euh, il n'y a aucun moyen qu'un personnage réussisse à éviter le problème, sauf s'il a les traits ou si justement il s'est mis en position pour obtenir récupérer un point d'avantage et diminuer les avantages de son opposant. Euh, et à l'inverse, du coup, ils peuvent aussi profiter des faiblesses de leur opposant, ce qui était toujours intéressant. Les PNJ, c'est important. Un petit score de morale qui a des risques. Pardon. Et ce dé de risque, il n'est pas forcément à prendre à la lettre. C'est pareil, c'est un bon gestionnaire pour voir un peu gérer le comportement du personnage. C'est-à-dire qu'une brute avec un D6 qui va avoir tendance à paniquer assez vite, généralement, dès que le premier coup de semonce ou des premières intimidations un peu fortes, il va avoir tendance à reculer, voire complètement paniquer et s'enfuir. Euh, donc ça permet aussi de gérer la psychologie du personnage. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Quand vous inventez un PNJ à la volée, donnez-lui un trait ou deux caractéristiques pour bien décrire votre personnage, voir comment il évolue, et éventuellement vous référer à la page des figurants pour récupérer un peu les caractéristiques, euh, si vous avez besoin de voir un peu son niveau de puissance. Mais grosso modo, avec tout ça, pour moi en tout cas, j'ai tout ce qu'il faut. Ah si, un point important, il y a une petite table qui peut vous sauver la vie, qui est liée aux motivations. Une fois, ça m'est arrivé tout simplement d'avoir un PNJ que je n'avais pas prévu, mais alors pas du tout, que j'ai vu arriver comme ça. Les personnages joueurs ont décidé d'aller voir un personnage dont j'avais juste jeté le nom comme ça, vaguement, histoire de donner un point de détail à l'histoire, et que j'avais pas du tout prévu cette rencontre. J'étais bien embêté. Et fort heureusement, dans mon jeu, je suis allé voir la table des motivations. J'ai lancé un dé et j'ai pu permettre, du coup, en un jeu de dé, de mettre en place une psychologie ou une situation narrative qui a permis, du coup, à la fois de rendre l'histoire intéressante, coup de bol, enfin, coup de bol, talent, enfin, je ne sais pas, peut-être voilà mon expérience de bon MJ.
Non, ça m'a vraiment permis du coup de récupérer quelque chose et d'en faire quelque chose. Servez-vous-en. Idem pour pouvoir poser des ambiances. Il y a une table de météo, c'est pas pour la gloire, c'est que simplement dire qu'il pleut ou que le vent froid leur glace le sang, ça pose une ambiance et ça immerge complètement les personnages dedans. Alors les 50 nuances de noir, euh, je pense que le genre est un genre qui n'a pas été suffisamment traité en jeu de rôle. On a quelques jeux, mais finalement, plus je creuse, plus j'ai l'impression qu'il y a, avec le jeu justement de Café Noir, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'options, une palette assez intéressante. Et au début, j'avais sorti justement ce jeu de mots de 50 nuances de noir, et plus je creuse la question et plus je le vis en partie, plus j'ai vraiment l'impression qu'il y a il y a des nuances vraiment très variées. Euh, on peut jouer un café noir euh, dans des ambiances assez différentes. On voit par exemple que les joueurs classiques habituels ont souvent tendance à rigoler, à faire des blagues, à jouer sur des clichés. Euh, et nous, MJ, pauvres MJ, on a tendance à être faibles et jouer leur jeu. Ce qui fait que du coup, les parties se transforment souvent en comédie, même quand on est dans une ambiance un peu difficile. Et c'est vrai que du coup, dans les ambiances de noir, ça peut être problématique si on veut jouer un peu sérieux. Pourtant, on peut jouer la tragicomédie, on peut jouer le mode cynique, et moi je pense beaucoup à Fargo et au film des frères Cohen, dont certains notamment sont de bonnes inspirations, ont été de bonnes inspirations pour Café Noir. Ce côté un peu ridicule, qui est finalement très humain, où les personnages ont des travers, vont faire des erreurs grossières, et où, voilà, comme dans une partie de fiasco, la mort peut arriver la mort ou la violence peut arriver très vite et de façon complètement folle. J'aime bien cet aspect-là, et c'est l'aspect le plus facile à sortir, cette espèce d'ambiance un peu humoristique et en même temps extrêmement violente et dure pour les personnages, mais limite comique ou enfin humour noir pour les joueurs. On peut aussi jouer, et ça c'est vraiment l'ambiance que je voulais au départ, j'espère que le système, enfin, en tout cas ce que j'en ai vu, le système le rend bien, c'est le côté violent. On peut jouer en mode hardboil façon Miller. Donc le système de jeu et notamment le système de combat fait que les combats sont assez violents, et donc notamment une brute peut facilement faire la différence. Euh, et on voit que par exemple des PNJ assez faibles tombent en un coup de pistolet. C'est assez parlant. Il y a des crânes qui se font fracasser, ce genre de choses. Miller, c'est du hardball aussi violent au niveau d'ambiance sociale. On parle de viol d'enfants, on parle de décapitation, euh, on se bat pas avec des poings ou un petit 38, quoi. On sort le fusil à pompe, le katana, il y a des démembrements dans tous les sens, enfin, c'est assez violent, et il y a une espèce de violence sociale due à la ville où il y a toute une chape de plomb autour de la famille qui dirige la ville, qui fait que de toute façon les PJ les personnages seront forcément perdants et n'ont d'autre choix que de la violence ou la mort. Donc tuer ou être tué. Euh, alors Kill or Be Kill, qui est une très bonne inspiration. Lisez cette bande dessinée et lisez de façon générale tout le travail de Sean Phillippe et Ed Brubaker en bande dessinée, qui, que j'adore, dont j'ai quasiment lu tous les tomes, et qui sont notamment du coup d'excellentes inspirations pour des histoires de noir. On peut aussi jouer du coup dans le mode Elroy. Alors Elroy, c'est particulier parce qu'en fait c'est souvent assez lent,
dans son récit, il y a pas mal de détails, des fois des choses qui avancent pas trop. Euh, Quand on lit le Dahlia Noir, on se dit bah voilà que c'est une grosse enquête hyper lourde et ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le côté déchéance morale et mentale du personnage. On est vraiment désespéré. Il y a aucun personnage qui est vraiment clair, net. Ils sont tous, ils sont vraiment pas bien tous. Ils ont tous quelque chose à se reprocher, quelque chose où ils vont basculer. Et même le propre héros, on le voit dans euh, Breitscheart dans les Liens Noirs, il manque de basculer complètement dans la folie et dans le meurtre de psychopathe, quoi. Enfin, le type il est borderline à la fin du bouquin, c'est une catastrophe, quoi. Et ça peut être aussi intéressant, c'est de montrer un peu vraiment des personnages mais complètement limite à tous les niveaux et de voir un peu où se situe vraiment la morale là-dedans. Une approche, alors j'ai pas vraiment de références directes qui pourraient être intéressantes, mais ce que j'aime beaucoup dans le noir, c'est la violence sociale. Et donc le jeu en mode violence sociale où les pauvres sont toujours opprimés, les riches sont toujours puissants, limite cruels, et où les personnages, bah, du coup, forcément, sont plutôt des personnages issus de la classe moyenne, et donc, du coup, on se situe vraiment au milieu de l'échiquier, plutôt en bas de l'échelle, toujours avec un accès à cette haute société qui maîtrise tout. Et là, forcément, on pense du coup à des ambiances plus cyberpunk, et ça, par exemple, on le voit dans le Dahlia Noir. Dans le Dahlia Noir, on voit bien que c'est les riches qui sont tout puissants. Euh, dans, euh, dans Sin City, c'est la même chose. La violence, elle est sociale. Les gens, ils sont pauvres, ils n'ont d'autre choix que de la violence, la prostitution. C'est quand même assez dur. Même les flics qui sont assermentés, s'ils font la moindre erreur en défaveur des puissants, ils sont écrabouillés comme des mouches. Ça, c'est des choses intéressantes. Là, je suis en train de préparer un scénario avec notamment un agent immobilier véreux et tout ce que ça peut engendrer comme comportement ou situation glauque. Euh, on est vraiment, pour moi, dans une palette de noir assez intéressante. Euh, Il y a une autre palette qui est un peu différente que j'aimerais développer après sur d'autres settings, qui est la palette un peu plus rock'n'roll, un peu plus punk. Je pense on retrouve ça dans des récits des années 80, ou par exemple dans des polars à la française, type Le Poulpe par exemple, ou les polars de Patrick Manchette. Euh, je pense notamment à un bouquin que j'ai lu dernièrement qui est La position de tireur couché, où typiquement bah, c'est un polar, mais en fait bon, bah, l'enquête est assez vite réglée puisqu'on sait d'avance qui est le coupable, mais on se dit comment cet ancien assassin qui veut raccrocher va réussir à sortir de la mouise dans laquelle il s'est plongé. Et ça engendre pas mal de choses assez ouais, rock'n'roll, avec du coup effectivement de la violence, des personnages assez caricaturaux, et des héros voilà, qui sont borderline, mais qui sont borderline dans le sens où ils en ont rien à foutre. Ils vont taper dedans, ils vont se débrouiller et ils vont réussir à résoudre la situation, euh, malgré, euh, malgré une opposition quand même assez violente. Et, moi je pense que la meilleure inspiration pour ces ambiances rock'n'roll, c'est de réécouter du Sex Pistols par exemple, ou The Clash, c'est tous ces ou bah, Berrurier, toutes ces musiques un peu revendicatives des années 80, et vous imaginez des histoires urbaines de noirs avec ces musiques en fond, et vous allez tout de suite penser que ça va décalquer dans tous les sens. C'est une ambiance que j'aime beaucoup. Mais je pense il y en a d'autres. J'ai pas envie de les lister, mais je suis sûr qu'on pourrait facilement arriver à 50 nuances de noir.